Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans ce rendez-vous quotidien, il est de règle de bien soigner nos invités. Ce traitement est particulièrement important aujourd'hui puisque j'accueille un médecin au micro de Sud Radio. Un médecin qui, pour écrire son nouveau livre, a fait un travail de malade. Bonjour Michel Simès. Bonjour Jacques. Alors, Santé à vous de jouer, chez Solar, c'est effectivement un livre mais plein de simplicité, plein de conseils pratiques qu'on va évoquer tout à l'heure. Parce que le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé certaines. Alors je vais commencer par un mauvais souvenir. Le 2 juin 1976, le début des épreuves du bac. Ouais. Et l'échec. Et l'échec lié à cette chanson. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Échec à cause d'une prof d'histoire à qui vous aviez parlé de Lénine, du wagon plombé de Lénine. Oui, et c'était un... Alors, vous me direz que c'est que le bac, mais pour la famille, c'était un moment très important. Effectivement, je ne dis pas que je méritais le bac à cette époque, parce que je ne peux pas dire que j'étais le meilleur élève qui soit, mais franchement, avec ce que j'avais fait, j'avais un oral avec pas beaucoup de points à rattraper. Normalement, j'aurais dû l'avoir. Et effectivement, j'ai été interrogé sur, en plus, la partie probablement du programme d'histoire que je connaissais le mieux, le wagon plombé de Lénine, et je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, la façon dont je l'ai dit, mais la prof d'histoire m'a donné une note éliminatoire, alors que je lui récitais pratiquement par cœur le cours, à tel point que j'avais un prof qui était assez âgé, un prof d'histoire, à qui j'ai expliqué ce que j'avais dit, et qui a voulu venir avec moi au lycée le lendemain pour voir la prof. Elle a refusé de le voir. Ouais, donc je pense que... alors, moi, mon explication de l'époque, c'est j'ai su après que la prof était communiste. Est-ce que j'avais parlé de dictature du prolétariat avec une intonation qui l'a énervé, parce que quand on a 17 ou 18 ans, bon, on n'est pas très malin. Parfois, j'avais même pas enfin, je suis plutôt de gauche, donc c'est peut-être pas un problème. Mais voilà, j'ai du mal prononcer la dictature du prolétariat. Il faut savoir que le wagon plombé, c'est un wagon diplomatique qui a permis à Lénine de revenir au pouvoir. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai regardé les épreuves de cette année-là, et en philosophie, il y avait l'homme peut-il être heureux, sachant qu'il doit mourir. Pour un futur médecin, c'est une belle épreuve. Ouais, je me souviens pas de moi, il me semble que j'avais eu Science sans conscience n'est pas ruine de l'âme. Ça, c'est tout à fait. J'avais eu ça. N'est que ruine de l'âme, c'est ça. N'est que ruine de l'âme, pardon. Oui, c'est ce que j'avais eu. Il y avait 222 000 candidats et 149 000 reçus, donc vous n'êtes pas le seul à avoir raté ce bac. Non, mais j'en ai parlé, j'en parle souvent parce que je veux donner de l'espoir à ceux qui ratent leur bac. Voilà. En leur disant qu'on peut réussir sa vie quand même. Exactement. D'autant plus que je crois que c'était une déception familiale parce que le champagne était prêt à la maison. Oui, et c'est ce qui fait que j'en parle comme d'un moment fondateur pour moi, c'est que effectivement ma famille a vécu la Shoah, mes grands-pères sont morts à Auschwitz, j'ai été le premier Simès à aller si loin dans les études jusqu'au bac, et j'aurais été le premier Simès à avoir le bac, et pour mes parents c'était un moment important, ils m'attendaient avec une bouteille de champagne, et je les ai déçus ce jour-là, et j'ai encore l'image en tête, qui m'a bien aidé par la suite. Il se trouve que vos grands-pères étaient arrivés de Pologne, je crois, en 1922, et l'un d'entre eux a été convoqué par la police sans savoir, sans imaginer qu'il allait partir en déportation. Oui, c'est la rafle des billets verts. En fait, il a été convoqué le 14 mai... le 14 mai 41, il a été convoqué par la police française pour soi-disant contrôle des papiers, et il n'en est jamais revenu. Il a été arrêté par la police française, déporté à Pithiviers, et il est parti à Auschwitz. Mais à l'époque, j'ai découvert un texte de 1943 à Radio Londres où pour la première fois on parle des camps d'Auschwitz. Avant, on ne savait pas. C'est un évadé d'Auschwitz qui en a parlé pour la première fois. Ouais, absolument. Ouais, c'est surtout qu'on avait, mais j'y pense souvent aujourd'hui, on n'avait pas les moyens de communication, de surveillance. Aujourd'hui, bien évidemment, avec des satellites, tout se verrait. À l'époque, on ne savait pas, et ceux qui savaient n'en parlaient pas. Il se trouve aussi que votre grand-mère a échappé, grâce à la police, au camp.
Oui, grâce à ma grand-mère a échappé à la rafle du Veldiv parce que la rue dans laquelle elle habitait était raflée et en fait un policier en civil communiste, encore une fois, la famille est suivie, mais communiste en civil est venu prévenir les familles juives de cette rue qu'il allait y avoir la rafle. Et nombreux sont ceux qui sont restés parce qu'ils n'y croyaient pas ou qui n'avaient nulle part où aller. Et ma grand-mère a été cachée par un cartonnier qui lui a dit « Venez chez moi ce soir, je ne suis pas juif, je ne serai pas arrêté et on ne viendra pas chez moi. » Et ils se sont cachés toute la nuit sous des cartons. Et d'ailleurs, vous avez voulu retrouver les enfants et les petits-enfants de ce cartonnier. J'ai retrouvé les 3 enfants de les 3 petits-enfants de ce cartonnier à qui j'ai annoncé ce que leur grand-père avait fait et je vais essayer de faire en sorte qu'il ait la médaille des Justes. Oui, parce que cette médaille des Justes, on ne le sait pas assez, elle a été décidée en 1953 par la Knesset pour honorer celles et ceux qui avaient sauvé des Juifs pendant la guerre. Mais ça demande un gros dossier. Ça se fait pas comme ça, évidemment. Donc ça demande beaucoup de travail et j'essaye je suis essayé d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Oui, et je crois aussi que vous pourriez ne pas être là aujourd'hui, Michel Simès, car votre père aussi a échappé, je crois, à la rafle en se cachant dans un placard. Oui, et en fait, ils ont tous échappé. C'est grâce au cartonnier, toujours, c'est la même histoire. Hein. Ma grand-mère est allée avec mon père et son frère chez ce cartonnier et ils se sont cachés. Et il avait, mon père en 41, il avait 11 ans, 10 ans, 11 ans. Voilà. Alors, vous êtes né, vous avez grandi, vous allez au lycée de Saint-Cloud, je crois, où vous êtes considéré comme le clown de la classe, et je crois que sur vos bulletins, il y a écrit « Il ne pense qu'à épater la galerie ». Ouais, alors il y a ça. Alors je reviens juste une seconde, c'est en 42, hein, l'heure du Veldiv, donc il avait 11 ans. Ça c'est parce que je veux pas que les historiens me tombent dessus en me disant il est pas capable de reconnaître les dates. Oui, mais depuis que je suis à l'école, depuis l'école primaire, je suis considéré comme un rigolo parce que tous les bulletins, c'était il ne pense qu'à amuser la classe. Il ferait mieux de se concentrer. Ouais. J'ai toujours eu ces remarques sur les bulletins. Oui, ça vous a pas gêné? Ça m'a pas gêné, ça m'a déconcentré probablement, mais parce que j'ai appris plus tard pourquoi j'avais des difficultés de concentration, parce que je suis TDAH, comme on dit, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, mais bon, ça m'a pas empêché d'aller au bout de mes études, non. Alors, vos parents, je crois que votre père ils étaient tailleurs à domicile, ouais. Et votre père est devenu soldeur et votre mère négociatrice en immobilier. Absolument. C'est des univers très différents. Très différents, parce que ma mère travaillait pas et s'occupait de nous, et mon père, effectivement, on habitait dans un petit appartement de 60 mètres carrés dans le 18e arrondissement, et il y avait la moitié de l'appartement c'était l'atelier avec des machines à coudre. Voilà. Et si vous ne savez pas coudre, ça vous a pas... Non, si vous voulez, vous savez, en yiddish, dans la langue des Juifs d'Europe centrale, on parle de Schneider, de Cooper, et c'est les Schneider, c'est les tailleurs, et moi j'ai fait Schneider, mais sur le corps humain, j'étais chirurgien après. C'est autre chose. Alors justement, le bac, la deuxième fois, ça s'est mieux passé, ouais. Et puis surtout, vous avez fait un pari, c'est d'aller dans une école où, théoriquement, vous n'auriez pas dû avoir le diplôme. À la fac, ouais. À la fac de Necker, des enfants malades. Ouais. Oui, ça a été... alors, il y a eu plusieurs circonstances, mais pour résumer, mon meilleur ami qui lui avait eu son bac du premier coup avait fait sa première année de médecine à Necker et je suis allé le rejoindre. C'était un peu suicidaire parce que c'était la fac la plus difficile de France et statistiquement, en ayant eu mon bac D à l'époque, c'était les bacs sciences, avec une mention assez bien du deuxième coup et en l'ayant raté une première fois, si vous voulez, j'avais statistiquement aucune chance de passer, et encore moins du premier coup, ce que j'ai fait. Comment vous avez fait ? J'ai bossé comme un malade. J'ai eu la chance d'avoir mon ami Mitri qui m'a servi de locomotive parce que j'étais dans ce qu'on appelle une sous-colle, c'est-à-dire une réunion d'étudiants qui travaillent ensemble. Je suis rentré en cellule pendant 1 an et j'ai travaillé avec des types qui étaient beaucoup plus forts que moi. Vous savez, c'est comme si on vous apprend à skier avec des champions. Vous êtes obligé de les suivre. Vous êtes obligé d'être bon, parce que sinon on vous attend pas. Et moi je me suis défoncé pour être au niveau, pour pas les retarder et pour profiter. Voilà. En même temps, je crois que c'était des forts en maths surtout, donc c'était pas votre matière. Oui. Non, Necker, c'était en fait les types venaient de maths sup et de maths spé pour faire leurs études de médecine. Donc statistiquement, c'était impossible.
D'ailleurs, je suis passé 110e sur 110 reçus. Oui, mais c'est déjà bien. Là, je pense que la famille était contente. Ah là, oui, je suis devenu un dieu à partir de ce jour-là. Alors ensuite, ça a été l'internat, et je crois que la fin de l'internat est tombée au moment du bicentenaire de la Révolution française, Michel Simès. Absolument, en 1989. Oui. Et on a fêté ça avec un de mes potes, avec qui j'étais interne, le docteur Philippe Labbé, et on était à Chartres. Et on a fait le bicentenaire de la Révolution, transporté par des charrettes de condamnés à travers toute la ville. Et tout, ça a été un moment extraordinaire. C'était la salle de garde dans toute sa splendeur, mais qu'on avait extériorisée. Voilà, parce qu'en fait, vous étiez jugé ensuite par les chefs de service. On était jugé, ce qui est le cas dans la tradition de l'internat. On est jugé par les chefs de service des services dans lesquels on est passé, condamné à mort, et on est transporté en général quand on va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Mais à l'époque, on était transporté dans des cercueils à travers tous les services dans lesquels on était passé, ce qui était un peu dingue, quoi. Voilà, mais il y avait le bizutage aussi à l'époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, enfin le bizutage, on l'a pas tellement connu. Il y avait cet esprit carabin qui ne m'a pas quitté depuis et qui quitte rarement les médecins qui sont passés par les salles de garde et qui fait qu'on est un peu déconneur. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est face à la tension que vous vivez au quotidien. Oui. On est jeune, on côtoie la mort tous les jours, et bon, on vit par procuration des drames humains, et effectivement, on a besoin d'un sas de décompression, et ça, c'était la salle de garde. Je ne sais pas comment font les internes aujourd'hui, d'ailleurs, parce que il y a plus de ça. Quand vous voyez que les fresques des salles de garde sont condamnées par des ministres de la Santé, enfin, on peut plus rien faire, quoi. Mais non. En tout cas, vous avez fait beaucoup de choses, et pas seulement dans la médecine. Et j'ai trouvé une autre date clé de votre carrière, qui est le 14 octobre 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec le docteur Michel Simès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Simès, le docteur Michel Simès, pour ce livre Santé à vous de jouer chez Solar, qui est un livre plein de conseils pratiques qu'on va évoquer tout à l'heure, et dans votre esprit à la fois simple et plein d'humour, dans les explications. On revient à vos dates clés, et le 14 octobre 1991, c'est votre première télé. Télématin, vous devenez consultant santé et vous évoquez l'utilisation du corail pour réparer les os humains. Vous voulez savoir si je vais retourner aux toilettes directement. Si vous voulez, j'ai tellement flippé ce jour-là, mais tellement. C'était, j'ai cru que j'allais perdre connaissance en direct. Tellement j'étais traqueur. Je suis un grand traqueur. Je sais que ça se voit pas, mais je suis un grand traqueur. Et ce jour-là, j'étais tellement stressé que je me suis dit, je vais être le premier à perdre connaissance en direct à la télé. Et puis bon, une fois que ça a démarré, ça a démarré. Mais je me souviens très bien de ce premier télématin. Et William Lémergie, vous écoutez, et vraiment, tout paraît normal quand on regarde la séquence. Tout paraît normal, mais je pense que j'ai été à 200 de pulsations. Et je regardais d'ailleurs, parce qu'on me la ressort souvent à la télé quand j'y vais, et je regardais partout, sauf la caméra qu'il fallait regarder. En tout cas, ça s'est arrangé puisque vous avez passé 3 ans dans Télématin. Oui, j'ai passé 3 ans en Télématin qui m'ont appris la télé. Vous savez, Télématin, c'était... Enfin, c'est encore, je pense, une école incroyable parce que vous faites ça le matin tôt, vous avez très peu de temps, vous êtes en direct. Bon, une fois que vous passez à Télématin, je vous assure que c'est une bonne école et après, le reste paraît plus simple. Ouais. Oui, mais il faut se lever tôt pour ça. Oui, il faut se lever tôt pour ça, mais ça me dérange pas. Moi, je me lève tôt très facilement, même dans la vie, mais voilà, il faut que le cerveau soit rapidement opérationnel et vous n'avez pas beaucoup de temps et encore une fois, c'est le stress du direct. Et quand vous commencez la télé par ça, ça vous aide beaucoup pour la suite. Exactement. Alors, à l'époque, vous êtes donc médecin et votre spécialisation, c'est la chirurgie en ORL. Pourquoi avoir choisi cette spécialisation? Alors, j'ai 2 réponses à ça. La première réponse, c'est que sérieuse, c'est que je voulais faire de la chirurgie. Je voulais faire de la chirurgie, mais dans une spécialité mixte, parce que je m'ennuie très vite dans la vie et que je voulais pas faire que toujours la même chose. Donc, la chirurgie, l'ORL, c'est à la fois médicale et chirurgicale. C'est 3 spécialités en une, le nez, la gorge et les oreilles. Donc voilà, c'est quelque chose qui me convenait bien. Puis je voulais faire la tête et le cou. Et la réponse que j'apporte de façon beaucoup plus carabine, c'est que c'est la spécialité dans laquelle il y a le plus d'orifices. C'est assez joli comme réponse. Voilà. Mais ça ne fera rire que les médecins. Ou je ne suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde aujourd'hui. Ah si, bah oui, mais alors ça, je vais vous dire, ces précautions oratoires qu'on nous impose aujourd'hui sous peine d'avoir du bashing sur les réseaux sociaux, je m'en
fous, mais vous pouvez pas savoir comment. Et quand j'ai des choses à dire, et d'ailleurs on en a parlé récemment avec Mariana Carrère-Dancos, avec qui je faisais le magazine de la santé, je pense que si l'émission existait encore aujourd'hui, enfin si elle existe, mais si je continue à la présenter, je dirais exactement la même chose qu'à l'époque. Je me ferais bâcher, mais je m'en fous. Vous avez bien raison, il faut toujours dire ce qu'on aime. Alors, il faut savoir aussi qu'avant d'arriver à Chartres, il y a eu le parcours du combattant, c'est-à-dire le SAMU, les urgences, vous avez tout fait. Ouais. Ouais, j'ai tout fait. Alors j'ai fait à Paris le SAMU parce que c'est lui qui faisait les gardes au Parc des Princes. Donc j'allais suivre les matchs du PSG dont j'étais supporter. J'ai trouvé ce billet comme ça me faisait voir gratuitement les matchs. Ouais. Après le SMUR, je l'ai fait à Chartres comme interne. Effectivement, je suis passé par tous les services par lesquels on doit passer, les urgences, etc. Et vous aviez choisi Chartres parce que c'est pas trop loin de Paris. Oui, et puis parce que j'avais eu l'internat de la région centre et que effectivement c'était un très très bon hôpital. J'ai eu une excellente formation là-bas. Que c'était un mélange de petit hôpital de province, donc très humain, où on n'était pas énormément d'internes, où j'étais seul interne en ORL et donc j'apprenais énormément, j'opérais beaucoup, et pas trop loin de Paris puisque j'y vivais. Voilà. Et en même temps, vous avez passé 5 ans à apprendre votre métier réellement, Michel Simès. Oui, parce que quand on est interne dans un hôpital comme le CH de Chartres, on apprend vite, on apprend beaucoup, comme j'ai beaucoup appris lors de mon année de service militaire à Dakar. Parce que on opère, parce qu'on est, encore une fois, être seul interne dans un service avec d'excellents formateurs, et les chefs de service et les assistants que j'avais à Chartres ont été extrêmement bienveillants avec moi et m'ont formé. Donc voilà, j'ai appris mon métier là-bas. Oui, alors j'en reviens aussi à la salle de garde parce qu'elle était importante. J'étais économe, moi j'étais patron. Hein. Vous étiez l'économe, c'est-à-dire c'est le président dictateur. Ouais. C'est le patron, c'est le patron qui décide de tout et qui c'est très dictatorial, hein, c'est pas très démocratique les salles de. Une fois qu'on est élu, on est élu. Hein, oui. Il fallait pas m'élire. Mais non, on a fait des choses mais incroyables quoi. Et encore une fois. Vous voyez, on a changé d'époque. Hein, je vis pas dans une cave. La même chose. Tout ce qu'on a fait dans la salle de garde aujourd'hui, mais on fait la une de la presse demain. Je crois qu'il y a vous avez commandé un jour une fresque aux Beaux-Arts, parodiant 2001 Odyssée de l'espace. Alors c'était 2000 fesses Odyssée Q. et c'est un peu la tradition. Hein. Oui. Alors, et voilà, on a fait des choses, mais je peux même pas vous décrire la fresque parce que en fait c'était juste en un mot, c'était on était dans l'espace, c'est-à-dire quand vous étiez en salle de garde là où tout se passe, où on déjeune, on dîne, etc. Vous regardiez les murs et c'est comme si on regardait l'espace dans lequel tous les médecins qui avaient été caricaturés par des artistes, des étudiants des Beaux-Arts à Paris se baladaient en combinaison. Le sexe à l'air, etc. Et on a fait des choses, je vous assure, hein, j'ai les photos encore aujourd'hui, je les ai vues il y a pas longtemps, mais je pense qu'on est convoqué au commissariat tout de suite. Directement. Ah ouais. Et puis il y a eu aussi une soirée, je crois, Beauce et Perche, qui vous a valu votre premier article dans la presse. Oui, absolument. Une Beauce et Perche. En fait, on était un peu dingue, hein. Mais on avait loué des dindes qui étaient dans une des salles de la salle de garde, qui avaient fait leur fiente partout. On avait des poulets qui étaient suspendus au-dessus des tables, morts, hein, mais morts depuis pas longtemps, donc ça goûtait un peu. Mais c'était voilà, et je suis arrivé sur le dos d'un poney. Oui. Tant qu'à faire, voilà. Non, mais c'était sympa. Hein. Oui. Alors, il faut savoir que l'économe, quand même, il y a des règles à respecter lorsqu'on est en salle de garde. D'abord, quand on arrive, on doit taper sur l'épaule de tous les autres sous peine d'avoir une amende. On tape sur l'épaule de chaque personne assise et on est obligé de s'asseoir sur la première chaise libre. On ne choisit pas les gens à côté desquels on est assis. On doit saluer l'économe qui lui est sur un trône. Un trône, alors moi j'avais fait faire mon trône, il y avait 2 sexes masculins qui servaient d'accoudoir et un sexe masculin au-dessus de la tête. Et la délation est récompensée. C'est-à-dire que si vous parlez religion, politique ou médecine à table, vous êtes immédiatement dénoncé à l'économe qui fait tourner une roue pour votre gage, et c'est comme ça. Et je vous assure que les gens adoreraient la délation. Ouais, c'est la roue de la fortune en quelque sorte. Voilà, c'est la roue de la fortune, mais je dis pas ce qu'il y avait sur la roue. Alors il se trouve qu'il y a quelqu'un qui doit sa carrière justement aux médecins et à ce genre de situation, c'est celle-ci. Jules, c'est un caïd d'une terreur, mais
un malin presque artiste, un gars qui fait Patachou, jamais la bague à d'erreur. Jules. Il se trouve que Patachou avait une pâtisserie-restaurant à Montmartre qui ne marchait pas du tout. Et un soir, il y a des médecins qui viennent poursuivre ce qu'ils font dans la salle de garde dans le restaurant. Et ils commencent à chanter des chansons de corps de garde. Patachou chante avec eux. Tout le monde fait par le bouche à oreille, ça a marché. Et c'est comme ça qu'elle a commencé sa Son carrière. cabaret. C'est exactement. Ah ouais. C'est né grâce aux médecins. Patachou pour une pâtisserie, c'est bien. Oh, mais c'était pour ça. C'était pour ça, je m'en doute. Elle ouais. s'appelait Henriette et c'était Lady Patachou au départ. Alors, il se trouve aussi que... Henriette, ça aurait pu être une charcuterie. Oui, bien sûr. Non, Pardon. elle s'en est payée quelques bonnes tranches. Alors, il y a eu aussi des choses, des manifestations, c'est-à-dire, il y a eu des manifestations d'internes auxquelles vous avez participé, Oui. notamment un blocage. Oui, parce que en fait, le rôle de l'économe, c'est pas seulement de déconner et d'organiser des fêtes, des fameux tenus de salle de garde, c'est aussi d'être responsable auprès de l'administration des intérêts des internes. Et effectivement, on avait fait une grève d'internes, je ne sais plus pourquoi à l'époque, mais on avait organisé des manifestations, des opérations escargots dans Chartres. Et là aussi, j'ai été interviewé par la presse. C'était mes premiers débuts dans la presse. J'ai été devenu syndicaliste. Voilà. Et vos vrais débuts à la radio, je crois que c'est pendant un rallye au Sahara que vous envoyez des chroniques à Europe numéro 1. Ouais, alors... Non, c'était Europe 2, mais Europe en fait, pour gagner ma vie, je faisais de l'assistance médicale, Europe Assistance, Elvia, etc. Et j'avais participé aussi à un rallye comme médecin, un rallye dans le Sahara. Et j'avais rencontré une journaliste d'Europe 2 et j'avais écrit des petits chroniques pendant mes gardes parce que j'aimais bien. J'écoutais France Info à l'époque. C'était les débuts. Et pendant mon trajet à Chartres, j'écoutais ça. Et puis j'avais envoyé mes chroniques à Autoroute FM, le 107.7 actuel, qui m'avait répondu que ça les intéressait pas. Et elle, je lui en avais parlé. Et j'ai commencé sur Europe 2 en écrivant pour des journalistes 1 minute scientifique par semaine. Sans imaginer que vous feriez ce métier-là ensuite. Sans imaginer que je le ferais. Et un jour, ils m'ont dit, le journaliste n'est pas là, c'est toi qui vas à l'antenne. Et là, c'est né comme ça. Et c'est né comme ça. Ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Et il y a une date aussi clé dans votre parcours. C'est le 1er avril 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Simès. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Michel Simès, mon invité, le docteur Michel Simès. Pour Santé à vous de jouer, un livre de chez Solar dont on va reparler et que je vous recommande d'office. Donc, on a évoqué vos débuts de carabin, justement. Et le 1er avril 2009, c'est pas loin de tout ça. Écoutez ce générique. Dr House. Vous avez fait croire, Michel Simès, que vous alliez tourner dans Dr House ce jour-là. Ouais, et ça a pris, c'est incroyable, quoi. C'est effectivement, c'était pour le lancement de notre site allodocteur.fr, et j'avais fait une parodie même de Dr House, et j'avais fait croire qu'on m'avait appelé pour participer à un épisode, et ça avait très très bien pris, hein. Ça avait été repris par la presse. C'était extraordinaire, alors que personne ne m'a jamais appelé. Hein, mais personne n'a vérifié en plus l'information. Comme d'habitude. Comme toujours. Alors, il se trouve que le Dr House, on ne le sait pas assez, était inspiré de Sherlock Holmes. Et il se trouve qu'en plus, Arthur Conan Doyle s'est inspiré de Sherlock Holmes quand il a lu la biographie d'un médecin et que le père de Hugh Laurie était médecin. Et il a dit, il dit, je ne comprends pas comment je gagne plus d'argent que mon père alors qu'il est médecin. Ouais, c'est vrai. Et lui, il est jazzman, non? Il est jazzman, oui, aussi. Il est jazzman. Je sais plus ce qu'il est devenu d'ailleurs. Il continue à tourner des films, mais très discrètement. Il est tranquille. Et c'était extraordinaire. Moi, je regardais les épisodes de Dr House en essayant de trouver le diagnostic avant lui. Et alors? Et je l'ai fait une fois. Une fois. Mais c'était des véritables diagnostics, c'était pas n'importe quoi. Non, c'était pas n'importe quoi. Bon, il y avait des raccourcis quand même, mais c'était pas n'importe quoi, et j'avais... Non, c'était assez juste. Alors, le journal de la santé, on en parle encore aujourd'hui, mais ça a démarré par une chronique de 10 minutes tout seul, Michel Simès. 7 minutes même. Le premier journal de la santé, c'était 7 minutes sur ce qui était la 5e à l'époque. Ensuite, c'est devenu 13 minutes, 26 minutes, et ça s'est transformé en magazine de la santé d'1 heure, 1 heure et demie, que j'ai fini par présenter avec Marina. Et Marina, qui au départ était responsable du service santé sur la 5e. Absolument, c'est elle qui gérait tout dans l'ombre. Et pourquoi elle est venue à l'antenne comme ça avec vous? C'est moi qui ai lui demandé, parce qu'en fait, elle a commencé en répondant à un courrier de téléspectateurs par jour ou par semaine, je sais plus. Et puis comme elle était à l'aise, et que je trouvais... Moi, j'ai toujours aimé, alors contrairement à pas mal
d'animateur ou de présentateur télé qui aime bien être tout seul. Moi, j'ai toujours adoré présenter à plusieurs. Marina a été une très très bonne amie à l'époque et on a toujours été complices et je lui ai demandé de venir co-présenter progressivement. Et le problème au début, Michel Simès, c'est que les médecins se méfiaient de la télévision. Oui, la télé, de la radio, de tout, parce que en fait, pendant très longtemps, les médecins, les gens qui parlaient de santé à la radio étaient plutôt journalistes. Il y avait très peu de médecins. Les médecins qui étaient à la télé ou à la radio n'exerçaient pas. Moi, j'étais le premier, je pense, à exercer tout en faisant des médias. Et c'est vrai que les médecins aiment pas trop qu'on parle de santé à la radio ou à la télé parce que finalement c'est eux qui vont recevoir les patients, qui vont dire j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu des choses en déformant ce qu'ils ont entendu, vu ou lu. Donc ça énerve un peu les toubibs. Voilà. Et la première émission de télévision médicale, elle s'appelait ainsi, c'était Igor Barrère en 1954 qui voulait promouvoir la médecine, attirer les médecins dans les hôpitaux et développer la culture scientifique. Absolument, et avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler, Igor Barrère, parce que c'est lui qui produisait ma première émission sur la 5e, la première émission sur la 5e qui était Qui vive. Exactement, et qui a quand même été le réalisateur de 5 colonnes à la une, un monument. Et il y avait d'ailleurs pour les médecins un comité des sciences créé à la radiodiffusion télévision française pour conseiller les journalistes de l'émission au départ dans les années 50. Ouais. Et vous savez ce qu'il m'avait raconté Igor, il m'avait dit que un jour il avait fait une émission sur la greffe de queue, sur la cardio, la chirurgie cardiaque. Et pour illustrer le générique sonore de l'émission, il avait enregistré le chœur d'un des techniciens, l'ingénieur du son. Et c'est ça qu'ils avaient passé en générique. Et à la fin de l'émission, le professeur de chirurgie cardiaque avait demandé à Igor où il avait eu ce rythme cardiaque, ces pulsations, et il lui avait dit « dites-lui de venir me voir très rapidement ». Parce que le type avait un trouble du rythme et que c'est comme ça qu'il a diagnostiqué le trouble du rythme chez l'ingé son. Incroyable. Alors, le succès aussi du magazine de la santé, Michel Simès, c'est que vous traitez tous les sujets, mais de façon très très simple, ce qui était nouveau à la télévision. Alors, ce qui était nouveau, la vulgarisation, elle n'était pas nouvelle. Ce qui était nouveau, c'est le ton avec lequel on traitait ça. Vulgariser, c'est un peu le but de toutes les émissions. Et Martine Alain Regnault, François Closet, Anne Barrère, Robert Namias, ils avaient fait des émissions qui, par définition, étaient chargées de vulgariser des sujets qui étaient difficiles. Mais la vulgarisation, elle était faite essentiellement par les gens qu'ils invitaient, puisque eux-mêmes n'étaient pas médecins. Nous, la différence avec Marina, c'est qu'on est médecin. Et donc, nous vulgarisions nous-mêmes et on a réussi effectivement à imposer un style. Et puis, je pense, un parler vrai et surtout le fait qu'on puisse sourire, voire rire dans une émission consacrée à la santé. D'ailleurs, il y a une équipe de chercheurs suisses récemment qui a montré que le rire et l'humour pouvaient augmenter la tolérance à la douleur et améliorer la qualité de la vie. Par la sécrétion d'endorphines. Exactement. Ouais. Alors, l'émission, elle a évolué. Vous avez vu, je suis vraiment médecin. Ouais, non, mais je parce que je vois bien que c'était un test. Non, je vois bien. En tout cas, l'émission, moi, chaque fois que je regardais, au fil des années, l'émission a évolué en même temps que la médecine, Michel Simès. Heureusement. Oui. Parce que on a fait 25. Moi, j'ai présenté pendant 20 ans. Donc, si on était resté scotché dans les années 80, en fait, nous, notre principe, c'était d'avancer avec la médecine, d'avancer avec les progrès médicaux, mais sans vendre du rêve. C'est-à-dire qu'on attendait toujours, ou on interprétait des avancées qui étaient médiatisées, ou on essayait d'anticiper, mais toujours en ayant la base de la médecine, les fondamentaux de la médecine, la preuve par la science. Et jamais on allait vers des choses qui étaient un peu olé olé. Oui, et en même temps, vous avez permis le rapprochement entre les médecins et les patients. Oui, parce que je pense que c'est immodeste peut-être, mais que j'ai donné une bonne image en déconnant de la santé, on a montré avec Marina qu'on pouvait sourire, qu'on pouvait être humain, empathique, et tout ça en ayant les connaissances, parce que les gens en fait, le succès du magazine, il est lié au fait que les gens nous faisaient d'abord confiance, on était crédibles, on était légitimes puisque médecins nous-mêmes, et puis on se permettait de sourire sur les sujets légers. Donc voilà, on a
rendu digeste ce qui ne l'était pas forcément avant. Avec des sujets parfois très difficiles à traiter, notamment je crois un jour une dame dans Allo Docteur qui vous a demandé si son bébé risquait de tomber enceinte dans son ventre. Oui, absolument. Bon, on en a eu des trucs comme ça. Hein. Je veux dire, on a eu, je me souviens d'une dame qui disait, je suis enceinte, mais mon mari m'a trompé. Comment être sûr que cet enfant est de moi? Si vous voulez, là, on partait, on était quand même dans des hautes sphères là. Voilà. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à exercer votre métier en parallèle, Michel Simès. Ça, c'était la base. Je ne voulais pas lâcher la médecine. D'abord, praticienne, c'est-à-dire que je travaillais à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, parce que j'avais pas fait, je disais souvent, j'ai pas fait 12 ans d'études pour faire de la télé, ce qui est pas gentil pour les gens qui font de la télé, mais bon, j'en avais bavé pour être médecin. J'adorais mon métier, j'étais passionné par ce métier, que j'avais besoin du contact avec les patients. Je parle au passé parce que je suis à la retraite maintenant, mais j'avais besoin de ce contact. Et deux autres raisons. Un, vous gardez les pieds sur terre. Vous savez qu'à la télé, surtout quand vous êtes connu, que vous êtes classé animateur préféré, machin, vous pouvez vite vous envoler. Donc le contact avec les patients me maintenait dans la vraie vie. Et puis, j'ai remarqué que ça changeait mes relations avec mes employeurs, qui tous étaient venus un jour ou l'autre sur mon fauteuil de consultation, et les rôles s'étaient inversés. C'est-à-dire que c'est moi qui avais la blouse, c'est eux qui venaient me demander des choses et pas moi qui venais leur demander une augmentation, et que ça changeait un peu les rapports quand même. Et les patients aussi, vous reconnaissez, venez à l'hôpital Georges Pompidou, vous reconnaissez. Oui, mais ça, par exemple, je n'ai jamais accepté de photos, de selfies. Alors, dans la rue, effectivement, c'est toute la journée, mais sinon, j'ai jamais accepté de photos en blouse avec les patients. Il y avait la médecine. Je signais pas d'autographe sur les ordonnances, etc. Il y avait la médecine d'un côté, et les gens comprenaient très vite. Ils pouvaient me dire un mot gentil en début de consulte. Ah, docteur, on savait pas que c'est vous qu'on allait voir. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, on passe aux raisons pour lesquelles vous êtes venu. Voilà. Et il se trouve aussi que moi, je me souviens de Marc Galabru, le frère de Michel Galabru, qui était médecin à Troyes. C'était le sosie de son frère. Donc, vous imaginez la tête des patients lorsqu'il arrivait. Ça a été très dur pour lui. Alors, vous pensiez que ça durerait aussi longtemps, Michel Simès, le magazine de la santé? Non. Vous savez, je suis très... Mektoub. Ce qui doit arriver arrive. Profite de ce que tu as au moment où on te le donne. Et le magazine de la santé a été une aventure incroyable. Moi j'ai toujours pensé qu'il y aurait des jeunes médecins qui viendraient, qui prendraient notre place un jour, que d'autres émissions, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tellement phagocyté la santé à la télé que les autres chaînes ne voulaient pas y aller. En disant, c'est pas la peine qu'on aille proposer une émission de santé, puisqu'il y a le magazine de la santé quotidien, 1h30 tous les jours sur France 5, et que ça cartonne, on fera pas mieux. Voilà. C'était aussi beaucoup de travail, vous avez parfois frisé le burn-out. J'étais pas loin du burn-out à un moment, parce que il y a quand vous êtes dans les médias et que vous avez les pieds sur terre, que vous commencez à être connu, que vous commencez à être très sollicité, si vous êtes si vous n'êtes pas ingrat, vous dites oui à tout le monde. Et moi, je disais oui à tout le monde. Quelles que soient les demandes d'interview, les gens qui voulaient me voir, des petites radios locales et tout qui me demandaient, je disais oui. Et à un moment, vous pouvez plus. Et c'est ce moment-là où j'ai failli basculer, parce que à force de dire oui à tout le monde, vous êtes dépassé, vous êtes débordé, vous savez plus quoi faire, qui, comment. Et j'étais en fait trop gentil. Et à un moment, il faut être un peu égoïste quand vous commencez à avoir une certaine notoriété, parce que sinon, vous êtes bouffé, quoi. Il y a une autre émission qui a marqué... D'ailleurs, je vais y aller, Jacques. Je crois que c'est bon, ça suffit maintenant. On va continuer j'ai encore parlé de votre livre, si vous voulez. Non, puis il y a quand même quelqu'un qui nous a parlé de vous avec émotion lorsque je l'ai reçu, c'est Adriana Carambeu. Car l'émission que vous avez fait avec elle, pour une fois au départ, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, non seulement ça a cartonné, mais ça a créé des liens d'amitié. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Adri? Elle nous a dit qu'elle vous aimait beaucoup et que vous étiez son meilleur confident. Oui, c'est vrai. À un moment, elle me disait, tu es comme mon père. Là, je l'ai engueulé. Parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Après, elle m'a dit, bon, t'es comme mon frère. Là, j'ai dit, ça va mieux. Non, avec Adriana, ça a été une rencontre extraordinaire, parce que quand vous faites de la télé et que des gens pensent à réunir un duo qui se connaît pas, parce que moi je connaissais Adriana, bien évidemment, j'avais la langue qui pendait à chaque fois que je la voyais en photo, mais on se connaissait pas directement, et c'est Emmanuel Chin qui a eu l'idée de nous
de nous réunir et à ce moment-là, on s'est rencontrés, on a fait une première émission ensemble, on a passé un moment magique et fondateur qui était l'ascension du Mont Blanc et qui nous a fait souffrir aussi, même si on n'a pas fait toute l'ascension, mais ça nous a mis dans des conditions difficiles et ça a matché, ce qui n'est pas toujours le cas à la télé, hein. Vous pouvez réunir des gens qui ne se parlent pas avant et ne parlent pas après. Et nous, on est aujourd'hui, plus de 12 ans après, encore très amis, même si on ne tourne plus ensemble. Voilà, et on aimerait bien d'ailleurs continuer à tourner. Ouais. Mais ça reviendra. En tout cas, vous étiez au sommet du Mont Blanc et là, vous êtes au sommet avec ce livre dont on va parler à travers la date du 5 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Simès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Simès, le docteur Michel Simès, puisque le 5 septembre 2024 est sorti chez Solar ce livre « Santé, à vous de jouer ». Alors, pour un médecin à la retraite, vous faites un livre, mais qui est un livre qui est un sommet de tout ce qui peut nous concerner au quotidien pour notre santé. Oui, c'est parti d'une idée très simple qu'on a eue avec mon ami Patrice Romden, qui m'a aidé à coécrire ce livre, il y a 7-8 ans. On a sorti un premier livre qui s'appelait « Vivez mieux et plus longtemps » chez Solar. Un livre dans lequel j'ai voulu mettre tous les petits conseils qui, mis bout à bout, allaient sans bouleverser vos habitudes de vie, mais en changeant un petit peu votre hygiène de vie notamment, vous permettre d'augmenter votre espérance de vie en bonne santé. C'était, à l'époque, je crois qu'on parlait pratiquement pas d'épigénétique, on va y revenir, mais c'est comment ces petits changements dans votre vie pouvaient faire basculer votre espérance de vie. On a vendu 400 000 exemplaires à l'époque. Je suis pas le prix Goncourt, hein, mais 400 000 exemplaires, ce qui est complètement dingue en matière d'édition. Et donc, 8 ans après, on s'est dit, il y a du nouveau. Il y a des nouveautés. Et maintenant, surtout, on comprend pourquoi ces petits changements peuvent augmenter votre espérance de vie en bonne santé. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, que j'essaye d'expliquer dans ma préface. Expliquez, justement. L'épigénétique, c'est quoi? Vous savez qu'on a à peu près 22 000 gènes dans nos cellules. Des gènes qui, grâce à la synthèse d'un certain nombre d'éléments dans les protéines, font que vous avez les yeux bleus, vous avez les cheveux châtains, vous avez telle taille, vous avez tel poids, etc. En dehors de l'alimentation. Il y a, disons, sur les 22 000 gènes, nous en avons 30% qui font ce que vous êtes. Les 70% qui restent sont des gènes que vous pouvez contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez les mettre sur on, et là, ils vont jouer leur rôle, ou vous pouvez les laisser sur off, ils sont éteints. Donc, ils ne joueront pas, ils ne synthétiseront pas d'éléments. Et le passage, on va prendre un exemple très simple, le passage du gène des bienfaits de l'activité physique pour l'organisme, en admettant qu'il soit sur off, parce que vous ne bougez pas. Vous êtes sédentaire, vous êtes inactif, il n'y aura pas de bienfait de l'allumage de ce gène. Si vous vous mettez à avoir de l'activité physique, à vous lever plus souvent, à faire vos 30 minutes d'activité physique quotidienne, vous allez basculer sur ce gène sur on. Et le fait de le mettre sur on et de l'allumer fait que ce gène va déclencher dans votre organisme tout ce qui va être bon pour vous. Tout ce qui va être bon pour vous. C'est ça l'épigénétique. Et ce que je viens de vous décrire pour l'activité physique, vous pouvez l'avoir pour l'alimentation, pour les attitudes addictives comme le tabac, etc., que vous allez pouvoir mettre sur off si vous ne fumez pas. Et donc tout ça fait que vous augmentez votre espérance de vie en bonne santé à n'importe quel âge. Et la nouvelle, les découvertes plus récentes qui vont motiver les jeunes parents, ou ceux qui vont être parents, c'est qu'une fois que vous avez mis ce gène sur on, vous le transmettez à vos enfants allumé. Si vos enfants ne font pas d'activité physique, par exemple, ils vont le éteindre. Mais ils partent avec un avantage par rapport à vous. Si vous l'avez allumé à 30 ans et que vous faites un enfant, il va le recevoir dès sa plus tendre enfance et augmentera encore son espérance de vie en bonne santé. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous expliquez dans ce livre tout ça très simplement. C'est-à-dire que n'importe qui peut comprendre. Et ça, c'est très important, Michel. Oui, parce que si c'était pour écrire un livre pour les chercheurs, je pense que j'en aurais moins vendu. Mais l'idée, c'est bien sûr d'essayer de faire comprendre à tout le monde que... Et là, celui-là, on l'a fait de façon assez ludique, avec des chapitres
de vos environnements de journée, au bureau, dans le lit, dans votre salle de bain, à table, etc. Donc à chaque moment de la journée, vous pouvez en tirer des bénéfices. Oui, et ce sont des conseils tellement simples, Michel Simès, qu'on finit par les oublier tellement ils sont simples. Mais oui, mais c'est ça. Mais le succès du premier livre nous a... Moi, ça m'a sidéré, parce qu'en fait, on révolutionne rien, mais on vous rappelle des trucs que vous connaissez, mais que vous n'appliquez pas, parce que vous, comme vous l'avez dit, vous les avez oubliés. Et par exemple, on peut prendre un exemple tout bête. Le matin, vous vous levez tôt, vous prenez votre petit déj, vous avez un petit coup de fringale vers 10-11 heures. Vous avez envie que vous allez quoi? Vous achetez une quiche Lorraine, vous allez vous acheter un pain au chocolat. Tout ça, c'est pas très bon en milieu de matinée. Vous prenez une poignée d'amandes. Ça vous apporte plein de choses qui sont bonnes pour votre santé. Et en plus, ça va vous couper l'appétit. Voilà. C'est un truc tout bête qui fait que vous n'allez pas grossir, vous n'allez pas vous sentir lourd après, mais ça, ce sont des petits détails. C'est un exemple seulement, mais ce sont des petits détails qui font que voilà, vous allez aller mieux. Oui, et ce chapitre sur la bonne bouffe ou la malbouffe, il y a une chanson qui pourrait l'illustrer. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai repris votre bien tendu. Merci petit. Patrick Topalov. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette chanson a été produite par Claude François. C'est vrai? Oui. Il a posé la chanter lui-même. Exactement. Et c'est vrai que la malbouffe et le fait de manger lentement, de mastiquer, c'est très important. Le cerveau a besoin de 20 minutes pour être conscient que vous êtes en train de manger. Donc si vous mangez en 10 minutes, comme le font beaucoup de gens, un sandwich à table en train de faire autre chose, regarder les écrans, etc., vous ne conscientisez pas votre repas. Donc le cerveau, lui, il se rend pas compte que vous mangez. Donc il s'arrête pas. Il vous dit pas ça suffit. Il vous dit pas je suis à satiété, puisqu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer. Donc vous mangez 2 fois plus parce que votre cerveau ne s'est pas rendu compte que vous aviez mangé suffisamment. Et puis il y a les fruits, le slogan manger 5 fruits et légumes par jour, ça aussi c'est important. C'est très important et moi je vois beaucoup de gamins des nutritionnistes qui me racontent que les gamins disent j'ai mangé 5 cerises donc c'est bon. Donc c'est des portions. Alors après il ne faut pas être obsédé par la quantité, mais effectivement c'est important parce que les fruits et les légumes vont vous apporter des fibres, vont vous augmenter votre satiété, vont vous caler, vont vous apporter des vitamines, des minéraux, etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste énormément avec ce slogan. Voilà. Et en même temps, vous évoquez la carotte crue qui pourrait très bien être mangée à n'importe quelle heure de la journée. Oui, parce que la carotte ou d'autres choses, alors on n'est pas obligé de tomber dans le crucivore, l'obsession des gens qui mangent que cru, mais effectivement, ce sont des légumes qui sont hyper sains, qui vous apportent plein de choses. Et vous avez déjà mangé une carotte crue, vous apercevez finalement que ça peut vous suffire même si vous ne mettez pas la crème avec. Exactement. Voilà. Alors il se trouve aussi que dans ce livre, on apprend comment gérer son stress en mangeant. Et ça aussi, c'est une chose dans la société d'aujourd'hui qu'on ne sait pas maîtriser, Michel Simès. Le stress, il y a plusieurs stress. Vous avez le stress subi et le stress choisi. Ça, c'est ce que les spécialistes expliquent. Vous savez que le stress, c'est une réaction naturelle de l'organisme pour nous permettre de fuir. Si on décharge de l'adrénaline devant un danger, c'est parce que ça nous permet de mobiliser plus de muscles et de partir beaucoup plus vite. C'est ça le stress, la définition du stress au départ. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, notre stress, qui peut être lié à tout n'importe quoi, fait que vous avez des effets délétères de ce stress sur le cardiovasculaire, sur le cerveau, etc. Et que l'alimentation, effectivement, il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, mais surtout, le fait de se poser. Quand vous mangez, posez-vous. Pensez à ce que vous faites. Prenez-vous un temps de repos. S'alimenter, c'est pas bouffer. S'alimenter, c'est pas se gaver. S'alimenter, c'est nourrir son corps pour lui apporter tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Le sucre qui est nécessaire pour le carburant. Vous savez que notre cerveau, qui représente, 2% du poids du corps, il consomme 20% de notre sucre. Parce qu'il a besoin de ça. Donc, et tout ça, un cerveau qui est bien alimenté,
qui a son carburant, est un cerveau qui va mieux réagir au stress. Alors, Michel Olivier, qui vient de fêter ses 92 printemps, qui a fait beaucoup de télévision, expliquait que le corps humain, c'est comme un moteur. On doit beaucoup manger le matin, comme si on mettait de l'essence, moins manger à midi, moins manger le soir. Ouais, on disait comme un roi le matin et un mendiant le soir. Mais alors ça, c'est très discuté. Hein. Ce sont des notions qui sont remise en cause aujourd'hui. Il vaut mieux avoir un équilibre alimentaire. Alors c'est sûr que le soir, il vaut mieux manger comme un mendiant que comme un roi, parce que sinon vous allez être très lourd et la digestion va vous empêcher de dormir. Mais ce côté beaucoup le matin, certains nutritionnistes reviennent là-dessus. Vous parlez aussi du régime méditerranéen qui est peu connu, Michel Simès. Régime méditerranéen, c'est le régime qui consiste à manger des aliments avec beaucoup d'huile d'olive, hein, qui apporte des bons acides gras. C'est de manger du poisson avec les oméga 3, des poissons gras. C'est de manger, voilà. En fait, on s'est aperçu qu'en Grèce, il y avait une alimentation qui était bénéfique pour la santé. Donc, regardez ce que c'est que le régime méditerranéen, privilégiez-le plutôt que d'autres régimes qui ne devraient pas porter ce nom. Et dans ce livre, Santé à vous de jouer, j'ai remarqué une adresse qu'il faut donner à Patrick Sébastien et à Brigitte Lahaye, qui est un village italien, Acciaroli, le village du sexe. Où il y a beaucoup de centenaires, et beaucoup de centenaires aussi. Ouais. Ouais. Et en fait, alors, il y a beaucoup d'études sur ce village, mais il est probable, c'est un village qui est très escarpé. Hein, et il est probable que l'activité physique, ne serait-ce que pour aller de chez soi à la boulangerie, fait que les gens ne sont pas vraiment sédentaires et que ça doit aider à l'espérance de vie, plus la génétique, plus ça. Et puis il y a un sujet qu'on évoque aujourd'hui beaucoup, c'est le télétravail, et vous en parlez aussi dans ce livre, parce qu'il y a des dangers. Oui, il y a d'ailleurs, on y revient. Hein, on en revient du télétravail parce que le danger, il est multiple. D'abord, vous n'avez plus de liens sociaux. Les liens humains sont quand même importants et vous savez que c'est un des principaux facteurs de risque de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Les gens qui ne sortent pas, qui n'ont pas de liens sociaux font des Alzheimer beaucoup plus vite que les autres. Et puis, on le sait aussi, c'est pour ça qu'il y a eu 1,5 kg à 2 kg pris pendant le Covid, c'est que le fait de rester chez soi et de tendre le bras pour ouvrir l'armoire avec les gâteaux fait que vous allez prendre du poids, que vous bougez moins parce que vous n'avez pas les transports, donc vous restez chez vous, vous restez assis. Voilà, si vous n'avez pas une discipline dans votre télétravail, vous obligeant à marcher, vous obligeant à bouger, vous obligeant à fermer à clé les armoires où il y a des sucreries, là vous risquez. Oui, puis il y a des conseils très très simples auxquels on ne pense pas dans ce livre, notamment se laver les mains. Il faut apprendre à se laver les mains. Oui, parce que se laver les mains, alors ça c'est peut-être le chirurgien que je suis qui était devenu obsessionnel avec ça, mais se laver les mains, c'est pas prendre une goutte de savon et puis et de rincer. Il faut se laver les mains entre les doigts, il faut se laver les mains jusqu'au poignet. Enfin, on a voilà. Et puis il faut se laver les mains plusieurs fois par jour sans être obsessionnel, parce qu'après ça devient un toc. Et voilà. Et si vous lavez les mains, si vous n'avez pas de quoi vous laver les mains, vous prenez un gel, les gels qu'on utilisait pendant le Covid, mais en sachant que le gel assèche la peau. Donc après, il faut mettre de la crème. Voilà. Bref, il y a tout un tas de conseils. Vous parlez aussi des mains moites. Marcel Dassault détestait les mains moites. Dès qu'il serrait quelqu'un qui avait des mains moites, il disait c'est la caisse, vous êtes viré immédiatement. Ah ouais. Ouais, c'était sympa parce qu'il y a des gens qui malheureusement. Alors déjà quand vous serriez la main Dassault, vous deviez stresser, donc ça vous faisait moiter. Mais il y a des gens qui ont malheureusement ce handicap qui est lié à une hypersudation de la paume des mains et qui peut se traiter par ionophorèse, et même au pire par une section des nerfs responsables. Et puis il y a aussi le problème de bien des parents, c'est les ados devant les écrans. Ça c'est tellement compliqué, parce que vous pouvez pas empêcher les ados d'avoir des relations sociales à travers les écrans, parce que c'est comme ça que se font les relations. Quand vous voyez aujourd'hui que les garçons osent pas draguer de peur de se faire traiter de harceleurs, c'est un peu compliqué aussi. Donc il y a plein de jeunes, plein de gamins qui se rencontrent comme ça.
Même les rencontres amoureuses, elles se font souvent par les sites de rencontres pour les jeunes. Donc on ne peut pas les couper. Après, il faut là aussi essayer d'être partenaire de son enfant. Je pense que j'ai d'ici des parents qui vont se marrer en disant mais il n'a pas d'enfant ou quoi. Si, j'ai des enfants et j'ai le problème. J'essaye d'être partenaire, de donner un cadre, de donner des limites, et si les limites sont dépassées, de supprimer les écrans pendant quelques jours en disant voilà, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut t'équilibrer, qu'il faut te raisonner. Et à la place des écrans, le mieux c'est de lire le livre de Michel Simès. Je vous remercie. Santé à vous de jouer chez Solar, qui est vraiment un livre à la portée de toutes et tous, et on a tous les conseils pratiques qu'on peut retrouver dans 20 volumes encyclopédiques qui sont résumés dans ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous Michel Simès, et continuez comme ça, et revenez quand vous voulez dans les Clés d'une vie. Je reviens demain. Eh ben à très vite alors. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.